Bonjour, donc merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à Mahmoud pour l'invitation. C'est ma première fois en Algérie, donc le shipping m'a emmené dans beaucoup de pays dans ma vie, mais c'est vrai que l'Algérie, j'étais jamais venu. Et j'avoue que tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était assez extraordinaire. C'est un pays magnifique et avec des gens de grande qualité. Donc je suis très content d'être là. J'espère que je vais pouvoir revenir parce que j'ai pas vu grand-chose. Pour l'instant, j'ai vu que certains quartiers d'Alger. Et j'espère que je pourrai revenir plusieurs fois ici. Voilà, donc on va parler du shipping finance. Donc moi, je fais ça depuis plus de 30 ans dans des banques françaises et suisses. Et en fait, le mécanisme, c'est toujours le même. C'est quand même des choses qui ont été étudiées et prouvées et testées maintes fois. Donc je vais passer en revue tout ça. Alors attendez, je vais essayer. Voilà, donc je vais me mettre de ce côté-là, c'est mieux. Ça aussi, ça marche, ok. Donc je vais vous parler des principales banques et acteurs financiers dans le financement maritime. On va parler des développements post-2008, parce qu'on a quand même eu une très grande crise financière en 2008, mais ça a beaucoup affecté le secteur maritime, et notamment les financements. Les banques et financiers shipping, on va parler des actifs qu'ils aiment bien financer, et les actifs qu'ils n'aiment pas financer, parce que c'est important, il y a des grandes différences au niveau des actifs. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une structure standard au niveau de l'armateur pour se présenter à une banque shipping, de quelle façon il faut structurer la société pour accueillir le financement, parce qu'il y a des modèles qui marchent quasiment tout le temps, et c'est ceux-là sur lesquels il faut se concentrer, à mon avis. On va parler des financements hypothécaires, qui sont l'une des principales façons de financer un bateau, mais aussi du leasing, qui est apparu, il y a une émergence du leasing depuis quelques années. C'est devenu très important dans notre secteur. Je vais aussi vous montrer quels sont les paramètres de crédit, qu'est-ce que les banques recherchent par rapport au crédit, et ensuite on parlera des sécurités. Je finirai avec le green shipping, tout ce qui est financement vert. C'est de plus en plus important, mais c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. C'est-à-dire on peut financer des bateaux qui sont âgés et qui sont pas verts. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Les principales banques shipping sont majoritairement européennes, ça a toujours été le cas. Et ensuite, ce sont les Asiatiques qui financent beaucoup le secteur du shipping. 50% des acteurs donc, sont européens. Dans les 40 établissements actifs dans le monde, vous verrez que les top 15, ce sont que des banques européennes. Donc, je ne sais pas si le pointeur marche, mais vous voyez ça. Avec des portefeuilles de 10 milliards, au-dessus de 10 milliards. C'est des gens comme BNP, Citibank, l'UBS, où j'ai travaillé pendant 15 ans. La SocGen, Sumitomo au Japon. Tout ça, c'est des très gros portefeuilles. C'est un peu biaisé parfois, parce que si vous financez un navire de croisière, par exemple, qui sort des chantiers de l'Atlantique, c'est un investissement d'1 milliard de dollars. Et si vous le financez à 500 millions, déjà, ça fait une grosse partie de votre portefeuille. Mais quand même, c'est des banques qui sont très très solides et très, très puissantes au niveau du shipping. Ensuite, vous avez des banques, je dirais, intermédiaires, entre 5 milliards et 10 milliards de portefeuille. Et ça, c'est les Bank of America, Nordea, les Scandinaves, DNB. Et ensuite, vous voyez en bas, pour la première fois, on a une banque grecque qui est apparue, l'Eurobank. Et ça, c'est nouveau, parce que les banques grecques, c'était toujours des banques de petite taille, pas des gros acteurs dans le marché, mais maintenant, ils sont devenus assez puissants. Et ensuite, vous avez en bas les financements export et tout ce qui est lettre de garantie. Donc ça, c'est des financements qu'on n'appelle pas forcément des financements classiques de shipping, parce que c'est basé sur des agences d'export et des rating agencies. Et ça, c'est des banques souvent étatiques. Donc la banque en Chine, KfW, c'est la banque allemande qui appartient à l'État allemand. Et puis, par exemple, la Korea Exim, c'est que des banques export. Donc vous voyez bien que dans toutes ces banques ici, il n'y a pas d'acteurs alternatifs. Ce qu'on appelle les alternatifs, c'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment des banques, ce sont des instituts de crédit, des fonds de crédit, ou alors des private equity, des acteurs qu'on appelle alternatifs. Et pourtant, ce sont eux, ces dernières années, qui sont les plus en progression par rapport au shipping. C'est-à-dire que toutes les banques qui ont les gros portefeuilles, ce sont plutôt des portefeuilles, je dirais, historiques. Ils ne sont pas vraiment en train de se développer, ils sont déjà là, ils sont très lourds, mais ce sont les nouveaux acteurs qui sont intéressants depuis, je dirais, une dizaine d'années,
et qui progressent le plus. Donc je vous donne des noms ici. Par exemple, vous avez une banque australienne qui s'appelle Macquarie. Eux, aujourd'hui, maintenant, ils ont un portefeuille de 2 milliards de dollars. Ça commence à monter en puissance. On a des gens comme Australis, MAP, Hudson. C'est des noms que personne ne connaît, mais ce sont eux, aujourd'hui, qui financent une grande partie du shipping. Donc les développements depuis 2008, donc, on avait quand même beaucoup d'acteurs traditionnels, donc les banques dans lesquelles j'ai travaillé. Quand un armateur voulait financer son bateau, il tapait à la porte d'une de ces banques. Mais c'est plus le cas. Toutes ces grandes banques aujourd'hui, si vous voulez financer votre bateau là-bas, ça va être compliqué. Ils veulent pas vraiment faire des nouveaux investissements avec des nouveaux clients. Ils veulent garder leurs clients existants. Ils sont frileux. Ils ont des contraintes. Donc tout ce qui était banque universelle, ce qu'on appelait une banque universelle, ça s'est fragmenté. Ça, c'est depuis 2008. C'est la crise financière. Et du coup, ce sont les financiers alternatifs qui sont apparus. Et donc, il y en a beaucoup. Je vous donnerai d'autres noms après. Les 15 banques dont on a parlé, les BNP Paribas, ING, Citibank, ils se concentrent que sur leurs clients principaux, que sur le top 50 mondial. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent des énormes clients avec beaucoup de bateaux, avec des états financiers audités. Ils veulent des choses qui sont très carrées. Donc, on appelle ça les armateurs corporate. Et ils se battent entre eux pour garder ses clients. Donc il y a une très grosse pression et compétition entre eux. Les banques grecques se sont beaucoup développées. Donc je vous ai montré une banque grecque qui fait partie du top 15. Et ça, c'est important parce que en fait, les banques grecques, elles ont bénéficié du support de la Banque Centrale Européenne quand le pays était presque en faillite. Et les banques grecques ont été renflouées grâce aux fonds européens. Et elles se sont remises en forme. Et maintenant, la seule façon pour elles de croître, c'est de financer le secteur du shipping, parce qu'en Grèce, le secteur du shipping, c'est le principal secteur économique, après le secteur touristique. Donc elles se sont très, très bien développées. Le seul bémol, en fait, c'est qu'elles financent que les armateurs grecs. Donc il y a une consonance nationale, on dira. Donc si vous êtes grec, vous avez tout de suite accès à une banque grecque qui finance votre bateau. Que vous ayez un bateau ou 50 bateaux, ça ne change rien, vous avez tout de suite accès au financement grec. Donc on a des clients, par exemple, qui sont italiens ou portugais, ils ouvrent un bureau en Grèce. Comme ça, ils veulent essayer de bénéficier du financement grec. Mais ça ne marche pas, parce qu'il faut quand même montrer que vous êtes nationalement grec aussi. Il faut un passeport grec. Donc il y en a qui essaient d'avoir le passeport grec maintenant. Ils essayent comme ils peuvent. Ensuite, on a des marges de crédit qui ont beaucoup baissé ces dernières années. Donc je dirais, il y a 10 ans, on avait des marges assez élevées dans le shipping. Et aujourd'hui, comme toutes ces banques sont en train de revenir sur le marché, les banques grecques, les grandes banques corporate qui essaient de garder leurs clients, il y a beaucoup de pression sur les marges. Donc aujourd'hui, un financement shipping, c'est beaucoup moins cher qu'il y a 10 ans. C'est très compétitif. On a des banques qui reviennent dans le marché, bon, elles essayent. Il y a aussi l'émergence de nouveaux players en Chine et au Japon, qui eux sont des sociétés de leasing. Et eux, les prix sont totalement imbattables. C'est-à-dire c'est beaucoup moins cher encore qu'une banque européenne. Donc on dit aujourd'hui que le marché il est overfunded. Donc il y a trop de capitaux dans le shipping. Il y a beaucoup de capitaux dans le shipping. C'est très facile de financer un bateau aujourd'hui. Très facile. C'était très difficile il y a 10 ans. Donc les trois secteurs du shipping, le vrac, tout ce qui est wet, donc liquide, pétrole, produits pétroliers, et les containers, on a quelque chose d'assez historique en ce moment. Les trois marchés sont en plein boom. C'est-à-dire les taux de fret sont excellents. Généralement, il y a un marché qui est très bon et un marché qui n'est pas bon. Mais là, on a les trois marchés depuis quelques années qui sont en plein boom. Donc on a des taux de fret qui sont excellents, les armateurs sont très liquides, ils ont repayé leurs dettes, et on a très peu de défauts bancaires. C'est très rare. Donc on est en plein... c'est historique aussi ce moment qu'on vit actuellement. Et bon, avec les guerres, on dit toujours que les guerres sont bonnes pour le shipping. C'est vrai, il y a de la volatilité, mais surtout au niveau du fret, c'est très très bon pour les armateurs. Donc voilà l'exemple d'un portefeuille shipping d'une banque, classique. C'est toujours très bien réparti. Les banques prennent peu de risques. Il y a beaucoup de dry, tout ce qui est vraquier, c'est à peu près 40% d'un portefeuille d'une banque classique shipping aujourd'hui. Parce que le dry, c'est très facile à financer, il n'y a pas de risque de pollution, c'est des choses qui sont faciles à gérer. Ensuite, 30% de wet dans tout ce qui est liquide, pétrole brut ou produits pétroliers. Le gaz, c'est à peu près 15%. Ce sont des actifs plus industriels, ce n'est pas des choses qu'on peut faire spot très facilement, donc c'est des actifs assez lourds, qui coûtent très cher. Donc ça, les banques, elles aiment bien, mais c'est un marché quand même qui est plus limité.
Ensuite, le container, 10%. Et puis ensuite, 5%. Vous voyez le bateau qui est en haut à droite, c'est du offshore, donc les plateformes pétrolières, tous les bateaux qui tournent autour. Ça, c'est des actifs un peu plus niches. Donc ça, c'est ce que les banques, elles aiment bien financer. Si vous allez voir une banque demain, pas les banques corporates, hein, mais les acteurs alternatifs, par exemple, ils vous financent ça très facilement. Ensuite, vous avez les actifs que les banques ne veulent pas financer. Ça, si vous venez avec ce genre d'actifs, ça va être très compliqué. Donc la pêche, par exemple, c'est très difficile à financer. Tout ce qui est dragueur, tout ce qui est péniche et barge, tout ce qui est navire de rivière, c'est impossible à financer presque. Tout ce qui est poseur de câbles, les ferries, les transporteurs de bétail, livestock carrier, et tout ce qui est Ropax, Roro. Alors pourquoi c'est difficile à financer? C'est parce que généralement, toutes ces activités sont des activités un peu de niche. Il n'y a pas de marché de gré à gré pour acheter un bateau et le revendre le lendemain s'il y a un problème. La banque, elle regarde toujours l'actif qui est liquide, qu'elle peut vendre tout de suite s'il y a un problème. Ça, pour revendre un navire de bétail, par exemple, il faut qu'on aille voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, et généralement, c'est lui qui va dicter le prix. Tandis que nous, en tant que banquier, on regarde le prix du marché au gré à gré. Ensuite, il y a un problème de pavillon. Toutes ces activités, généralement, nécessitent un pavillon local. Parce que, par exemple, tout ce qui est barge et rivière, c'est autour de certains pays qui demandent que le pavillon soit le pavillon du pays dans lequel ils opèrent. Et ça, les banques, elles n'aiment pas trop non plus. Donc ça, c'est la structure standard qu'on peut présenter en tant qu'armateur à une banque. Vous avez l'investisseur, l'actionnaire en haut, et généralement, on demande une expérience shipping. Mais maintenant, avec les investisseurs alternatifs, les banques alternatives, vous pouvez financer votre navire même si vous ne connaissez strictement rien au shipping. Vous n'avez pas besoin d'avoir un CV shipping. Vous êtes un investisseur, vous avez du capital, vous avez une stratégie, un business plan, vous voulez acheter un bateau, il n'y a aucun problème, c'est possible. Vous créez une holding financière dans un des pays offshore que j'ai mentionné à gauche. Donc ça, ce sont les pays qui sont acceptés de manière générale. Il n'y a aucune question par rapport à ça. Malte, les îles Marshall, Panama, Liberia, BVI, Singapour. Très facile. La holding est constituée en haut, et ensuite, vous avez toutes les sociétés, une par une, qui détient un navire. Ça évite les problèmes de responsabilité entre chaque navire. C'est-à-dire, s'il y a un navire qui crée une pollution ou qui est arrêté par une banque, les autres navires peuvent continuer à travailler. Les sociétés ne sont pas impactées. Il n'y a pas d'effet entre l'un et l'autre. Tout est séparé. Donc, c'est ce qu'on appelle un single purpose company en anglais. Et chaque société, donc, qui elle aussi doit être incorporée dans une de ces juridictions qui est très facile, qui est très offshore, Malte, les îles Marshall et tout ça, le navire est détenu en dessous. Donc si vous avez la même société en haut, en bas, et le navire avec le pavillon, qui sont tous offshore, il n'y a aucun problème, ça passe tout de suite. Les affrètements, après, ils sont soit à terme, soit spot, ça dépend du marché. Ça, on pourra revenir là-dessus plus tard. Les navires sont donc loués à des affrèteurs. Ensuite, vous avez les financements hypothécaires. Donc ça, il y a deux façons de financer votre navire. Admettons que vous ayez constitué votre société, que vous voulez investir. Vous allez vous présenter à une banque et selon l'acteur que vous avez en face de vous, il va vous proposer un financement hypothécaire ou un financement leasing. Donc ça, c'est le financement hypothécaire classique. C'est ce que les banques en Europe font. C'est la méthode la plus standard. Je dirais que jusqu'à il y a 10-15 ans, c'était 80% des financements, ils étaient hypothécaires. C'est la méthode la plus facile. Donc vous avez toujours la même holding en haut, chaque société qui détient un bateau en bas, et puis vous avez donc le financement qui intervient au niveau de chaque société, l'hypothèque du navire qui est donnée à la banque, et ensuite une garantie de la holding financière qui est donnée à la banque. J'ai oublié de mentionner de chaque côté le management des navires, parce qu'il faut un management commercial et un management technique. Ça peut être fait in-house, comme on dit, c'est l'armateur lui-même qui a une équipe qui fait ça, soit vous pouvez l'outsourcer. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, même si vous ne connaissez rien au shipping, vous voulez acheter un bateau, vous pouvez tout donner à d'autres tiers qui vont gérer le bateau pour vous. Vous allez juste payer une commission chaque mois et votre bateau sera géré. Vous restez tranquillement derrière vous devant votre écran et vous regardez les cash flows qui arrivent, c'est tout. C'est vraiment possible. Donc là, de nouveau, là j'ai pris un exemple, par exemple, le navire qui vaut 20 millions, vous prenez un crédit de 10 millions, l'hypothèque va représenter la somme de ce crédit,
et donc vous allez donner une garantie de la holding. Ça, c'est très classique. Et pourquoi les banques, elles aiment ça? C'est parce que le jour où il y a un problème, elles arrêtent le navire, elles vendent le navire, l'hypothèque, elle est enregistrée au nom de la banque, c'est facile de retrouver son argent. Maintenant, ça, c'est l'émergence de la nouvelle forme de financement shipping. Depuis 10-15 ans, c'est le financement leasing. Donc, crédit bail, on dira en français. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, je dirais. Donc la même structure, la holding en haut, les sociétés qui détiennent chaque navire. Mais cette fois-ci, on va vendre le navire à une société qui appartient à la société de crédit bail. Et elle va vous le relouer en retour. Donc ça, c'est comme un leasing de voiture, hein, c'est exactement la même chose. Donc il se trouve que là, c'est beaucoup plus à la mode dans le sens que les acteurs alternatifs, ils ne sont pas soumis à des conditions comme une banque. Donc pour eux, en fait, s'il y a un problème, ils ont le titre de propriété sur le bateau. Ce n'est pas une hypothèque. L'hypothèque, pour récupérer le bateau s'il y a un problème, il faut quand même arrêter le bateau, ensuite recouvrer l'argent et entrer dans des procédures judiciaires. C'est assez facile, mais ça prend un petit peu de temps. Ici, la société de leasing, elle va reprendre le navire directement. C'est-à-dire que le navire lui appartient. Elle a le titre de propriété. Donc c'est beaucoup plus facile. Parce que s'il y a un problème, quelqu'un ne vous paye pas, le bateau est à vous. Et vous pouvez même l'opérer. Donc il y a des sociétés de financement, leasing, shipping, qui sont devenus des armateurs. Donc eux-mêmes, parce qu'ils ont eu des défauts, il y a des clients qui n'ont pas payé, ils sont devenus armateurs par défaut, ce n'est pas forcément ce qu'ils voulaient faire, mais au moment où ils sont devenus armateurs, ils se sont rendus compte que le marché était bon. Les frais étaient pas mal. Ils ont exploité ça, et ils ont maintenant leur propre société armatoriale. Ils ont même monté leur management commercial et technique. Donc maintenant, on a des sociétés de leasing qui sont d'un côté armateur, d'un côté financier. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. C'est un développement aussi très récent. Et souvent, ces sociétés de leasing, elles n'ont pas forcément des capitaux importants. Alors elles demandent à une banque de venir les aider. C'est ce qu'on appelle du back leverage. Donc la société de leasing, par exemple, sur un crédit de 10 millions, elle va mettre 1 million ou 2 millions de sa propre argent, elle va prendre 8 millions de la banque. Et ensuite, elle va donner les 10 millions en crédit. C'est intéressant parce que ça veut dire que même les banques, si elles ne sont pas prêtes à financer un amateur directement, elles sont prêtes à financer la société de leasing. C'est moins de risque pour eux, parce qu'au lieu de prêter 10 millions, elles prêtent 8 millions seulement. Et en plus, c'est une société de leasing, pas un armateur. Donc les paramètres de crédit, c'est un peu toujours les mêmes. Les banques, ce qu'elles aiment bien, c'est tout ce qui est liquide et standard. Donc on peut vendre le navire du jour au lendemain, il y a une cotation qui est faite. Nous, en tant que courtier, on connaît les valeurs des navires chaque jour. Donc ça, c'est important pour eux. Et donc c'est pour ça qu'ils demandent aussi une certaine taille au niveau des navires. Un navire qui a moins de 20 000 tonnes, ça ne les intéresse pas, parce que ce n'est pas coté facilement. Ensuite, il faut que les navires soient assez jeunes, donc 15-16 ans, ça va, c'est un peu le maximum. Mais on connaît des gens maintenant qui financent des navires de 20 ans, ça existe aussi. Les actifs de qualité, les navires sont toujours inspectés avant les financements, ça c'est un peu la règle, donc on fait une inspection. Et on regarde le chantier de construction. Parce que quand les Chinois ont commencé à construire beaucoup de navires, il y avait des chantiers de différentes qualités. Et aujourd'hui, on a un rating par rapport à certains chantiers en Chine. Il faut que tout soit offshore. Je vous expliquais les structures, 100% offshore. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de composantes, je dirais, locales ou gouvernementales. Je ne dis pas ça pour l'Algérie ou des pays en particulier, mais c'est vrai qu'ils aiment bien avoir des choses qui sont totalement offshoreisées. Tout est important au niveau de la réputation et de l'historique de la société. État financier consolidé, c'est important. Et puis ensuite, il faut que les montants de crédit soient minimum de 15 millions. Parce qu'après, ça devient très compliqué de faire des petits crédits. C'est la même somme de travail qu'un crédit de 50 millions. 5 millions, c'est la même chose. C'est le même travail. Donc, elles préfèrent faire des crédits plutôt conséquents. Et puis, les pourcentages de financement, c'est autour de 60%. Donc, avant 2008, on avait des pourcentages de crédit de 80 à 90%. Et on a même vu des crédits de 110%. Tellement les banques étaient friandes du shipping, elles voulaient absolument en faire. Elles prêtaient plus que la valeur du navire. Mais ça, c'est quelque chose qui a été démonté totalement en 2008, quand les actifs se sont retrouvés... Je donne un exemple, un actif qui valait 50 millions de dollars, en quelques jours, c'est devenu 10 millions de dollars. Donc quand vous avez prêté 110% de 50 millions, et que ça vaut plus que 10, il y a une grosse distorsion au niveau du bilan, et c'est là que la Banque Centrale Européenne peut vous poser quelques questions.
Donc maintenant, c'est fini tout ça. On fait des crédits beaucoup plus raisonnables, autour de 60%, 70%. Les contrats d'affrètement, c'est toujours bien que le navire soit employé. Ça, c'est apprécié par les banques, mais c'est très facile aussi de financer des navires qui sont spot. Et puis ensuite, le cross-selling. Maintenant, les banques, ce qu'elles aiment, c'est non pas qu'on fasse du shipping juste pour faire du shipping, mais qu'on fasse du shipping pour qu'il y ait d'autres activités bancaires qui soient soutenues par l'armateur. Donc par exemple, nous, au Crédit Suisse, on disait toujours, si on finance le bateau, mettez un peu d'argent au niveau de la gestion de fortune. Comme ça, au moins, on a une relation donnant-donnant. On ne veut pas seulement prêter de l'argent par rapport au bilan, on aimerait bien que vous deveniez client chez nous pour d'autres choses. C'est important, ça. Ensuite, ce que les banques n'aiment pas, forcément, c'est les actifs de niche. Donc forcément, tout ce qui est trop petit, les barges, tout ce qui est très difficile, très compliqué à financer, qu'on ne comprend pas très bien. Les pavillons locaux. Donc par exemple, là, je suis allé en Inde, et ils insistent pour avoir un pavillon indien. Mais c'est infinançable. C'est pas possible de financer un pavillon indien. Donc je donne des exemples ici. Des pavillons Qatar, Indonésie, même un pavillon américain. C'est infinançable. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe si on arrête ce bateau et qu'on doit reposséder le bateau et le vendre. Les autorités américaines peuvent poser beaucoup de problèmes par rapport à tout ça. Et la juridiction américaine, on ne la connaît pas. Ce que les banques n'aiment pas aussi, c'est les actionnariats compliqués. C'est-à-dire que vous avez 50 familles qui investissent dans un bateau. C'est très compliqué. Parce qu'il faut avoir le KYC de chaque famille. Il faut avoir le passeport de chaque individu. C'est très compliqué. Donc, elles aiment bien avoir quelqu'un en face d'eux, une famille. C'est plus facile. Et puis certaines zones géographiques. Bon, ça sera difficile de financer des armateurs au Chili, par exemple, parce qu'on ne connaît pas, c'est trop loin, elles n'aiment pas se compliquer la vie. C'est souvent comme ça. Et puis elles n'aiment pas non plus financer 100% d'un navire. Ça se fait plus, ça. Donc les deux sécurités par rapport à ces deux crédits, c'est un peu toujours les mêmes mécanismes. Par rapport au crédit hypothécaire, vous allez prendre une hypothèque sur le bateau, ça c'est normal. Vous allez prendre les revenus, le cash flow du bateau, il va rentrer chez vous. Vous allez prendre les cessions des assurances, parce que s'il y a un problème sur le bateau, qu'il y a une énorme collision ou un gros problème sur le bateau, les assurances doivent payer la banque par l'armateur. Et puis ensuite, vous allez prendre un nantissement des actions de la société. Comme ça, vous pouvez reposséder la société s'il y a un problème. Et puis normalement, la garantie de la holding. Parce qu'en fait, si vous prêtez à une société Panama, c'est quand même bien d'avoir le groupe derrière qui met son nom sur la table pour dire si la société du Panama ne vous paye pas, moi je vais vous payer. Ça, c'est pour le mortgage, donc hypothèque. Et ensuite, pour le crédit et leasing, là, c'est différent parce qu'on parle d'un acte de vente. Vous vendez le bateau à une société, vous le reprenez en leasing. Il y a un contrat de leasing qui est fait avec des options d'achat. Chaque année, vous pouvez reprendre le bateau comme une voiture. Vous pouvez la reprendre plus tôt. Et puis à la fin, vous avez une obligation d'achat, donc à la fin du leasing, et le bateau vous revient en propriété. Il est à vous, finalement. Et ensuite, vous reprenez bien sûr tous les frais et les assurances et toutes les autres sécurités. Donc maintenant, je fais une petite distinction en bas. Il y a des armateurs qui ne veulent pas donner de garantie. Donc par exemple, en Grèce, c'est très compliqué de trouver une garantie du groupe parce qu'ils n'aiment pas donner de garantie. Donc on finance seulement le bateau. C'est ce qu'on appelle un crédit sans recours. Ça existe, c'est possible. Et en Grèce, par exemple, c'est tout à fait courant. Mais par contre, le recourse credit, celui avec la garantie, c'est quand même plus apprécié par une banque. Et enfin, je vais parler du green shipping, mais ça, c'est vraiment très récent. C'est très, très récent. Donc, il y a peu de banques qui le font vraiment. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils le font, mais pas. Et il faut être assez clair par rapport à ça. Donc, par exemple, on peut financer un navire en lui donnant une marge de crédit moins élevée s'il répond à certains paramètres énergétiques et s'il réussit à soutenir un cahier des charges écologique. On va lui donner un financement qui est meilleur. Les termes et les conditions vont être améliorés. On va déduire, par exemple, une certaine marge sur le crédit. On va faire payer moins cher le crédit selon certains indicateurs de performance. On va aussi faire des contrats. Par exemple, pendant que le navire transporte du grain, il pourra bénéficier d'une marge moins importante. Quand il transporte du charbon, il va payer plus cher. Parce que le charbon, les banques, elles n'aiment plus ça. Il y a beaucoup de banques qui disent non. Pourtant, on va revenir au charbon là bientôt. Il va falloir de nouveau le financer. C'est pour ça que je vous dis, tous ceux qui disent qu'ils font beaucoup de shipping green, ce n'est pas forcément le cas. Parce que la réalité est un peu différente.
Ensuite, on a aussi des refinancements, donc les navires éco. Si vous commandez, c'est pour ça que les banques shipping qui font du green, elles aiment bien tout ce qui est construction neuve, parce que ça répond quand même à des nouveaux paramètres techniques qui, eux, sont gérés par rapport à l'environnement. Donc les navires anciens de 10-15 ans, ils n'ont pas ces paramètres techniques, et c'est peut-être un peu plus compliqué de dire qu'ils sont green. Donc il y a un club de principes qui a été créé, il y a une espèce de groupe, on appelle les principes de Poséidon. Et là, on a à peu près 60% des banques qui ont adhéré à ce groupe-là, qui est aligné sur les objectifs de l'AMO. Et ça, en fait, c'est un peu le futur du green shipping, c'est pour les banques de rentrer dans ce club-là. Pour l'instant, c'est 60% des financiers qui en font partie. C'est dirigé par Citibank, la banque américaine. Et dedans, il y a BNP Paribas, ING, toutes les banques que je vous ai montrées au début, elles ont adhéré à ces principes-là. Mais je dirais que là, encore une fois, c'est beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actions encore. Mais c'est une belle intention, on dira. C'est un peu le futur du shipping au niveau des crédits, ça serait bien qu'on puisse s'aligner là-dessus. Ouais. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je vous montre quelques publicités qui ont été faites par rapport au green shipping. Donc ça commence à émerger. On voit qu'il y a même des gens qui disent si vous prenez un tel corridor avec votre bateau, ça devient un green corridor. C'est étonnant, parce que le marché n'est pas comme ça. On sait très bien qu'un bateau peut aller n'importe où. Ensuite, il y a des obligations qui ont été créées par rapport à des green bonds, ils appellent ça. Voilà, donc ça c'est un peu des stratégies vertes, mais il faut le mentionner quand même, ça va devenir important. Je vous ai fait une liste des principaux armateurs mondiaux. J'ai surligné Sonatrach, parce qu'on est en Algérie. Comme ça, à chaque fois que je vais dans un autre pays, je pourrais changer et mettre en jaune. Mais vous voyez que dans le Middle East, donc j'ai mis l'Algérie aussi là-dedans, on a pas mal de players. Mais vous voyez que les Grecs, par exemple, en haut à gauche, c'est quand même la majorité des principaux armateurs mondiaux. Et donc, par exemple, l'Inde, j'en parlais tout à l'heure, l'Inde, c'est un pays quand même qui est puissant démographiquement et qui a beaucoup de côtes maritimes. Ben, eux, par exemple, ils n'ont que 11 armateurs en Inde. Pour un pays de 1,5 milliard d'habitants, c'est quand même assez étonnant. Et ça, c'est parce qu'ils ont ce problème de pavillon indien. Ils n'arrivent pas à sortir de ça. Les Grecs, ben, il y a très peu de pavillons grecs. C'est que des pavillons Panama, Liberia, et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on source le financement. Les Allemands aussi. Il n'y a pas de pavillon allemand. Ils utilisent tous des pavillons offshore. Donc vous voyez, par exemple, là, dans des pays comme la Chine et au Japon, il y a très peu d'armateurs, en fait, mais ils sont tous énormes. C'est-à-dire ils ont des flottes de 500 à 1000 bateaux. Donc c'est des gros conglomérats. Vous voyez qu'il y a des pays comme Monaco, par exemple, pour des raisons fiscales, il y a beaucoup d'armateurs là-bas. Ils sont tous italiens. C'est pas étonnant. Et puis ensuite, vous avez tous les sociétés qui sont publiques, stock listed. Elles sont là. Donc elles sont sur le New York Stock Exchange. Alors il y en a beaucoup. Souvent c'est des Grecs d'ailleurs qui ont réussi à se mettre là-bas. Mais il faut se rendre compte que par exemple la plus grosse société qui est là, je dirais que la plus grosse là-dedans, ça sera Ship Finance Limited par exemple ici. Ça représente 0,05% du stock exchange. Même si c'est pour nous le plus grand armateur qui existe dans notre métier. Donc le shipping c'est très petit par rapport à d'autres investisseurs. Ça reste un métier, comme tu disais tout à l'heure, Marcoud, où tout le monde se connaît. C'est un très petit métier. Voilà pour aujourd'hui. Après, ça sera que des questions et des réponses, je pense. Merci.